Notre objectif est de construire l'IA la plus performante au monde et de la mettre à la disposition de tous. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Encore des nouveautés spectaculaires en matière d'IA cette semaine. Elles sont signées Microsoft et aussi Meta, avec un Mark Zuckerberg ravi de présenter son nouveau Llama 3. L'actu de la semaine, c'est aussi les Français accros à l'IA, selon un sondage, un nouveau réseau social 100% vocal, et l'AI Pin, ce gadget qui voulait remplacer le smartphone, mais qui fait un bid aux États-Unis dès sa sortie. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti à Montréal, on s'intéressera aux innovations en matière d'intelligence artificielle avec une question: sont-elles vraiment utiles ? Et puis, si vous utilisez trop les écrans, attention à vos ongles, nous dira Bruno. Ce n'est pas tout dans la deuxième partie de cette émission. Les invités de la semaine, on parle d'exosquelettes avec la société German Bionic et on s'intéresse à la tech au service de la culture avec Askmona, une start-up qui a créé un chatbot permettant de discuter avec Cléopâtre ou François Ier. Enfin, nouvel épisode du podcast Écho du futur, partenaire de Monde Numérique. Olivier Parent nous parle cette semaine du film Ready Player One. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 20 avril 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde Numérique, l'hebdo, comme chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, Monde Numérique, ce sont des interviews long format, des éditos, des bonus, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et aussi sur les assistants vocaux. Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info où vous trouverez également des articles et des transcriptions d'interviews. Merci pour vos messages cette semaine, vos commentaires envoyés par mail, par réseaux sociaux, des messages vocaux également. Merci spécialement à Mathieu, à Adiemus, à Bob, à Godzilla Max pour vos commentaires sur les plateformes. C'est toujours appréciable. Et puis à vos réactions également à l'expérience que je mène depuis maintenant 3 semaines de journalisme virtuel, en tout cas cette voix générée par intelligence artificielle qui vous présente l'actu de la semaine. Et on retrouvera d'ailleurs cette semaine encore Nicolas, notre journaliste virtuel. C'est parti pour l'actu. L'actu de la semaine. Une actu chargée cette semaine et notamment, une fois encore, en matière d'intelligence artificielle avec des annonces intéressantes. D'abord, une nouveauté signée Microsoft qui s'appelle Vasa One, nom un peu étrange pour cette application qui permet de créer des clips vidéo animés et sonorisés à partir d'une simple image fixe. C'est absolument spectaculaire. Vous mettez une image, une photo fixe et une bande son, enfin une voix enregistrée ou une chanson par exemple, et il va l'animer et synchroniser les mouvements des lèvres avec la parole de manière absolument stupéfiante. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ce clip de la Joconde qui chante du rap. C'est super amusant, mais ça peut aussi servir à des choses très sérieuses, créer des vidéos documentaires pour de la formation, etc., etc. C'est vraiment incroyable. On en parle tout à l'heure dans le débrief transatlantique, un peu plus en détail. Une autre nouveauté du côté du groupe Meta. Alors, Meta était déjà dans l'actualité la semaine dernière avec cet événement organisé à Paris et cette interview exceptionnelle de Yann Lequin, le grand ponte de l'intelligence artificielle que je vous proposais. Vous pouvez l'écouter, la retrouver si vous ne l'avez pas entendu sur le podcast et sur le site mondenumérique.info. Mais cette semaine, Meta a lancé officiellement son nouveau modèle de langage, Llama 3. Alors, un modèle de langage, donc c'est le moteur qui permet de faire tourner des applications d'intelligence artificielle générative. C'est un peu comme GPT-4 avec ChatGPT. GPT-4 est le moteur, ChatGPT est le chatbot. Donc, Llama 3, c'est la même chose côté Meta. Alors, ce Llama ne crache pas, d'ailleurs ça s'écrit avec 2 L, AMA. 3 parce que c'est la 3e version, évidemment, il est encore mieux que le précédent. Écoutez ce qu'en dit le CEO de Meta, lui-même, Mark Zuckerberg, qui en parle dans une vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux. Doublage en français, réalisé par intelligence artificielle, d'ailleurs par mon camarade Bruno Guglielminetti. On écoute la doublure de Mark Zuckerberg. C'est un grand jour.
Nous lançons la nouvelle version de Meta AI, notre assistant, auquel vous pouvez poser n'importe quelle question dans nos applications et nos lunettes. Notre objectif est de construire l'IA la plus performante au monde et de la mettre à la disposition de tous. Aujourd'hui, nous mettons à jour Meta AI avec Llama 3, notre nouveau modèle d'IA de pointe que nous mettons en open source. Je reviendrai plus en détail sur Llama 3 dans une minute, mais l'essentiel est que nous pensons que Meta AI est désormais l'assistant d'IA le plus intelligent que vous puissiez utiliser librement. Pour rendre Meta AI encore plus intelligent, nous avons également intégré les connaissances en temps réel de Google et de Bing dans les réponses. Nous facilitons également l'utilisation de Meta AI dans toutes nos applications. Nous l'avons intégré à la boîte de recherche qui se trouve en haut de WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger. Ainsi, à chaque fois que vous avez une question, vous pouvez la poser à cet endroit. Et nous avons créé un nouveau site web, meta.ai, pour l'utiliser à partir du web. Nous lançons également un certain nombre de fonctionnalités de création uniques. Meta AI crée désormais des animations et des images de haute qualité si rapidement qu'il génère et met à jour les images pour vous en temps réel pendant que vous tapez. C'est assez impressionnant et vous pouvez le découvrir dès maintenant sur WhatsApp ou sur le site web. Aujourd'hui, nous ouvrons donc la première série de nos modèles Llama 3 à 8 milliards et 70 milliards de paramètres. Ils offrent les meilleures performances de leur catégorie à cette échelle et nous avons également beaucoup d'autres versions à venir qui vont vers la multimodalité et des fenêtres de contexte plus grandes. Nous sommes également en train d'entraîner un modèle dense plus important avec plus de 400 milliards de paramètres. Voilà, Mark Zuckerberg qui parle de Llama 3. Alors évidemment, il est dithyrambique, c'est normal, c'est lui le patron. Ce qu'il faut retenir donc de ces annonces, c'est qu'il y a plusieurs versions, c'est décliné en 3 versions, comme d'ailleurs chez les concurrents. C'est pareil chez Google, c'est pareil chez les Français de Mistral, c'est pareil chez ChatGPT avec la version 3.5 et la version 4 et la version 5 qui devra arriver prochainement. Et puis, bien clairement, Llama 3 se positionne en concurrent maintenant de OpenAI, donc ChatGPT, et de Google, Gemini, alors que pour l'instant, jusqu'à présent, il n'était pas vraiment parce qu'en fait, Llama 2 n'était pas accessible au grand public. Mais là, cette fois, Mark Zuckerberg l'annonce, il y a un chatbot, un site web ouvert à tous, meta.ai. Alors, à tous, pas tout à fait, parce qu'il n'est pas accessible en France, malheureusement, pour l'instant. Bon, les forces de ce Llama 3, il faut reconnaître, sont assez nombreuses. D'abord, il est en open source, contrairement aux autres. Ça veut dire que d'autres organisations peuvent travailler là-dessus sur ce modèle pour l'améliorer. Et puis, outre le chatbot sur meta.ai, on va le voir arriver, comme l'annonce Zuckerberg, dans les applications du groupe Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, les lunettes connectées. Et là, c'est quand même, ça pourrait faire très très mal parce que finalement, Meta, parmi les acteurs, se retrouve le seul à pouvoir proposer à la fois de l'IA et des devices ou des plateformes des plateformes hyper populaires à travers lesquelles on va pouvoir utiliser ce moteur d'intelligence artificielle. Enfin, comme c'est précisé également, il est connecté au web, donc on peut lui poser des questions sur les faits les plus récents liés à l'actualité via la recherche dans les différents moteurs de recherche. Voilà pour Llama 3. Bon, on verra un peu dans les semaines qui viennent ce que ça donne, si les promesses sont tenues et si effectivement les résultats sont à la hauteur des annonces de Meta. L'actu de la semaine. On continue avec l'intelligence artificielle et avec un sondage plutôt intéressant qui montre que les Français seraient particulièrement réceptifs à l'IA générative. C'est notre journaliste virtuel Nicolas qui nous en parle. Oui, selon ce sondage IFOP pour la société Talan, 70% des jeunes 18-24 ans et 47% des 25-34 ans utilisent des outils d'intelligence artificielle générative. C'est 60% de plus que l'an dernier. Dans le milieu professionnel, 36% des utilisateurs en parlent à leur manager et près de la moitié des utilisateurs seraient même encouragés par leur entreprise à utiliser ces outils. Les utilisateurs d'IA générative estiment que ça leur permet d'augmenter leur productivité à hauteur de 38%. Ils les utilisent pour faire des recherches, pour gagner du temps et augmenter leurs connaissances, pour accroître leur productivité précisément et pour stimuler leur créativité.
80% des utilisateurs se disent prêts à recommander ces outils à leurs proches, mais 73% estiment ne pas avoir les connaissances nécessaires pour les utiliser. Enfin, à noter que 79% se disent quand même inquiets, notamment en ce qui concerne la confidentialité de leurs données. Et vous pouvez retrouver, si vous voulez en savoir plus, le lien vers ce sondage dans la description de ce podcast. Un nouveau réseau social, il vient de voir le jour et il fait déjà pas mal parler de lui, en tout cas aux États-Unis. C'est AirChat, un réseau social basé sur la voix. Alors imaginez X, anciennement Twitter, mais au lieu de poster des messages écrits, on envoie uniquement des messages audio. Nicolas ? C'est la dernière attraction qui secoue la Silicon Valley. Oubliez votre clavier pour discuter avec vos amis. Sur AirChat, il suffit d'enregistrer des messages audio. Chaque message peut ensuite être écouté par vos followers, mais également lu, car tous les messages sont retranscrits par intelligence artificielle. La transcription est d'ailleurs assez bonne, y compris en français. Pour le reste, cela ressemble à des choses connues, des fils de discussion, des followers. On peut aussi créer son propre salon, une salle virtuelle où l'on peut inviter ses amis pour avoir une conversation de groupe. Cela fait beaucoup penser à Clubhouse, cette application qui avait connu un grand succès pendant le Covid. Pour l'instant, AirChat est en phase de test bêta. On verra si cette nouvelle expérience utilisateur peut réellement changer la façon dont nous communiquons sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est intéressant d'innover quand même dans ce domaine, même si personnellement je suis pas certain que ce genre de réseau social puisse vraiment marcher, parce que en fait la voix c'est quelque chose de plus intime que l'écrit, c'est plus vrai lorsqu'on poste un message vocal. Ça peut nous servir, ça peut aussi nous desservir si on n'est pas très à l'aise avec l'expression orale, sans compter qu'on peut facilement corriger un texte en l'écrivant, mais en revanche à l'oral on peut pas, sinon ça va se traduire par des hésitations, ce qui est moins élégant. Donc on verra si ce AirChat parvient à séduire. Mais en tout cas, voilà, en 2024, on peut encore inventer des réseaux sociaux. Alors attention pour AirChat, si vous voulez essayer, ça ne fonctionne que sur invitation via le numéro de téléphone. En matière de réseau social toujours, c'est pas fini. Un autre réseau est arrivé récemment en France, c'est TikTok Lite. Alors comme son nom l'indique, c'est une version allégée du réseau social TikTok et avec une particularité bien spécifique, mon cher Nicolas. En effet, TikTok Lite, version allégée de l'application de partage de vidéos TikTok, est un peu spéciale car elle rémunère ses utilisateurs. En fait, plus vous passez du temps sur l'application à regarder des vidéos et plus vous gagnez des points que vous pouvez ensuite convertir en bons d'achat. Déjà disponible au Japon et en Corée, TikTok Lite vient d'arriver en France et en Espagne. Mais cette application suscite déjà des interrogations, voire des critiques. Oui, même si son utilisation est plafonnée à environ 1 heure par jour et qu'elle est en principe interdite aux mineurs, cela pose des questions quant à l'addiction que cela peut susciter, sans compter les questions concernant l'exploitation des données personnelles de la part de cette application chinoise. La secrétaire d'État française chargée du numérique, Marina Ferrari, a dénoncé une dérive contestable de notre espace numérique. De son côté, la Commission européenne se demande si TikTok Lite n'enfreint pas la réglementation en vigueur et a adressé une demande d'information à la société ByteDance, maison mère de TikTok. C'était l'une des attractions technologiques de 2023, censée révolutionner notre usage en matière de mobilité. Un petit bijou à porter sur ses vêtements et qui devait donc à terme remplacer le smartphone. Seulement voilà, il vient de sortir pour de bon aux États-Unis et c'est un énorme bide. Je veux parler de l'AI Pin, cet accessoire connecté de la société américaine Human. La presse spécialisée qui a pu le tester est unanime. C'est complètement raté. Des problèmes de batterie, de lenteur, de connectivité, c'est un déluge de mauvaises critiques qui s'est abattu sur l'AI Pin disponible depuis quelques jours aux États-Unis. Ce petit appareil, créé par des anciens d'Apple et présenté en novembre 2023, ressemble à une broche que l'on fixe sur ses vêtements. Muni d'un appareil photo et d'un système de reconnaissance vocale, il est censé permettre de faire des recherches en ligne,
de consulter ses emails ou encore de prendre des photos et des vidéos. Tout cela par commande vocale grâce à ChatGPT, un joujou présenté comme un assistant personnel d'un nouveau genre capable, à terme, de remplacer notre smartphone. Malheureusement, il ne fonctionne pas comme prévu. En plus, l'iPin n'est pas donné. Il coûte près de $700 avec en plus un abonnement mensuel à $24 par mois auprès de l'opérateur T-Mobile. Les premiers acheteurs ont vite déchanté. Bref, remplacer le smartphone, c'est pas simple. Et non, c'est pas simple, mais il faut quand même continuer à innover, à inventer des jolies choses. Voilà, merci Nicolas, journaliste virtuel de Monde Numérique pour ces news de la semaine. On traverse l'Atlantique tout de suite pour aller retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti. Le débrief transatlantique. Toc toc toc, bonjour Bruno Guglielminetti, vous êtes là ? Qui va là? Salut Jérôme Colombert. Salut, on se retrouve comme chaque semaine pour ce débrief diffusé de part et d'autre dans Monde Numérique et dans Mon Carnet, ton émission. Et pas mouillé, hein, écoute, ouais. Et pas mouillé en plus. Et en plus, ce débrief, on le sait, apparemment, plaît à nos auditeurs respectifs, hein, si on en croit les retours. Ouais, alors, merci beaucoup à tes auditeurs, puis merci aux miens, parce que j'ai vraiment que des bons commentaires. À la limite, je dis, bon, peut-être qu'on va tomber sur les nerfs parce qu'on prend du temps pour s'exprimer et partager des points de vue. Mais non, ça semble plaire, alors tant mieux. On se fait plaisir et alors, on fait continue. plaisir. Et cette semaine, Bruno, on a prévu de parler de 2-3 petites choses, et notamment d'un sujet qui t'a été soufflé par un de tes auditeurs, c'est ça? Ouais, écoute, c'est cette semaine, il y a eu plusieurs publications de nouveaux objets, de nouveaux outils dans le contexte de l'AI et de la production. Je pense à Vehicle AI qui permet de remplacer quelqu'un sur une vidéo. Je pense à Adobe qui a annoncé, mais vraiment là, une méta-bombe d'intelligence artificielle dans Premiere Pro qui je grossis l'affaire là, mais qui qui permet presque maintenant aux gens de ne pas connaître le logiciel, mais tout simplement d'ouvrir Premiere Pro et d'écrire ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire. Enlever un bout, rajouter un bout, mais un bout qui est même pas là. Donc, c'est encore plus que créer des séquences. Ah, il va générer du contenu? Oui, tout à fait. Ouais. C'est un peu Sora, Runway, Pika, Firefly Video et Journey mis bout à bout et mis dans Premiere Pro. C'est vraiment impressionnant. Puis, plus récemment, il y a Microsoft qui vient de présenter Vasa 1, qui est une intelligence artificielle. Ça se fait déjà, mais c'est juste que c'est vraiment bien fait, qui permet de prendre une photo, de rajouter un fichier audio, et à partir de ce moment-là, elle synchronise la photo qui devient de la vidéo avec les paroles qu'on envoie, mais incluant une très bonne synchronisation par rapport aux lèvres, mais aussi par rapport à l'émotion dans le visage. Et c'est ça qui est intéressant. Et suite à ces publications-là, il y a... Mais c'est vrai que ça ressemble, à ce que Google a lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Vlogger. Exactement, Waymo d'Alibaba qui existe déjà depuis un moment. Mais donc, ces publications-là ont fait dire à mes abonnés, et je trouve ça tellement bon, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Sur le coup, je vais être honnête avec toi, là, j'ai dit, bon, quel rabat-joie. Puis après, ça m'est revenu en tête, j'ai dit, mais il a pas tort. Finalement. Il a pas tort. Ouais. En tout cas, c'est de lancer la réflexion. Alors, je te la pose. Jérôme, est-ce qu'on a besoin de tous ces outils-là? Ah là 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 là. C'est vrai que la question est super intéressante et je pense que chacun dans son coin peut y réfléchir. Moi, je suis un peu convaincu que oui, on a besoin. Alors, besoin, c'est pas le mot, mais l'innovation technologique et notamment dans le numérique, elle s'est souvent construite par des choses futiles. C'est beaucoup par la porte d'entrée du divertissement. C'est beaucoup par, regarde, toutes les applications de correction, les filtres pour corriger son visage, etc. Alors, c'est pas la notion de besoin. Effectivement, il y a des enjeux plus graves dans le monde et on pourrait se dire que ces solutions-là ne résolvent aucun problème important. Mais ça fait néanmoins partie de la vie et surtout, ça fait avancer le bouchon, en fait. Ouais. Donc, moi, je pense que besoin, c'est peut-être pas le mot, mais ce n'est pas inutile, en fait, ces choses-là. Et puis, je pense et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est probablement l'exemple de Adobe et de Premiere Pro, moi, qui vient me chercher dans l'aspect de on n'en a pas de besoin, mais ça vient faciliter la vie. Parce que Premiere Pro,
c'est un bijou comme logiciel, mais la courbe d'apprentissage, de temps en temps, elle est longue. Et ça, c'est une usine à gaz. Oui, et ça va permettre d'avoir cette approche-là. Donc, un Premiere Pro qui carbure à l'IA, d'arriver à faire des choses que normalement, ça prendrait quelques heures derrière le clavier pour arriver à faire un truc comme ça pour quelqu'un qui commence. Tandis que là, on va un peu comme Photoshop. Photoshop, ils ont commencé à utiliser l'IA là-dedans et puis ça facilite le travail. Donc, moi, je trouve que ce sont des améliorations et ce sont des outils, dans certains cas, des nouveaux outils qui sont bienvenus. Puis oui, on n'en a pas besoin pour vivre, sauf que ça vient faciliter la tâche comme 80% des applications qu'on a sur nos téléphones. Alors bien sûr, on parle d'applications professionnelles. Nous, ça nous touche parce que c'est dans notre univers, mais ça ne concerne pas du tout le grand public. Mais ce sont des choses effectivement utilisées par des milliers, des millions de gens à travers le monde et c'est des outils de production qui sont... mais pense à une application comme Vasa de Microsoft qui te permet de prendre une photo et de la faire vivre, un peu comme on voyait dans les films d'Harry Potter, où tout le monde avait été ébahi par ces cadres, ces peintures qu'on voyait bouger sur un mur. Ben avec Vasa, c'est un jeu d'enfant d'arriver à faire ça avec une photo qui date de l'époque de votre grand-père, votre arrière-grand-père. Oui, c'est ce qu'on appelle les GAN, les réseaux antagonistes génératifs. C'est-à-dire, c'est des modèles de deep learning qui s'autocontrôlent, qui arrivent à générer des images plus vraies que nature. Mais ce qu'il y a en plus, c'est derrière ce divertissement qui peut paraître un peu futile, il y a des applications très utiles. Ça va pouvoir servir ensuite. Souvent, c'est le cas en technologie, il y a des débouchés dans la médecine, dans la sécurité, dans plein de domaines. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est des trucs comme ça que moi, j'avoue que je trouve intéressant de voir que c'est là, c'est disponible. Et puis, mais enfin, hey, avant de te laisser, je voulais voir avec toi si tu avais vu passer cette nouvelle-là. Moi, j'en ai parlé dans une infolettre. L'impact insoupçonné des réseaux sociaux sur nos ongles. Ah, mais oui! Ceux qu'on retrouve là, au bout de nos doigts. J'ai vu ta news et ton article là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Mais raconte-nous ça. C'est-à-dire, c'est le fait de scroller qui abîme les ongles? Ben oui. C'est Jason Adler qui a écrit quelque chose là-dessus. C'est un ingénieur qui est dans le domaine de l'Internet. Et lui, son commentaire général, puis je pense que ça résume assez bien l'histoire, c'est que le balayage, la saisie et le défilement constant sur nos appareils sont autant de stress pour nos ongles qui, comme le reste de notre corps, révèlent notre état de santé générale. Oui, mais... Et donc, lui, c'est basé sur 2 études récentes qui ont été faites par des boîtes qui s'intéressent aux ongles. Ouais. C'est des boîtes commerciales là, qui s'intéressent. Et donc, test après test, ils ont remarqué que la santé des ongles était meilleure chez ceux qui utilisaient moins les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Et en général, moins leur téléphone. Là, oui, mais attends, mais je comprends pas parce qu'on n'utilise pas ses ongles sur l'écran en général. Alors moi, sur le trackpad de mon ordinateur, c'est beaucoup avec les ongles. Ouais. Mais je pensais que c'était une anomalie personnelle. Donc apparemment, non, mais ça, on est... Ben écoute, cette étude-là qui a été faite par Technopen et NailMag, ces 2 études séparées là, qui ont été faites, évidemment, ils s'intéressent à un marché qui se préoccupe de leurs ongles, qui est en grande partie féminin. Et donc les femmes scrollent avec les ongles? Ben, semble-t-il, oui. C'est bizarre. En plus, si elles ont les ongles longs, c'est pas très facile. Ben, justement. Bon, j'espère... Le bobo qu'ils sont en train de créer. Bah écoute, alors j'espère qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui pourront témoigner, ou même... Finalement, ils se sont gourés, voilà. Mais moi, évidemment, quand j'ai vu cette histoire-là, j'étais un peu sceptique, mais j'ai été voir les 2 études et effectivement, plus on utilise les Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok sur notre téléphone mobile, et plus on endommage nos ongles. D'accord. Ah bon, bah écoute, donc c'est une raison de plus pour lever le pied, enfin pour lever l'ongle, plus exactement. Et après, on dira qu'on donne pas d'informations crédibles et intéressantes quand on se parle. On est quand même au top de la technologie, hein, il faut bien le dire. Là, exactement. Juste, Bruno, encore un mot. Tu sais que ça m'interpelle là, le fait que ton auditeur t'ait posé une question, et moi je me dis qu'on devrait peut-être inviter nos auditeurs respectifs à nous suggérer effectivement des pistes de réflexion, soit à nous poser des questions, soit à nous interroger sur des sujets d'actualité ou à nous donner leur avis. Et ça pourrait être intéressant pour nourrir cet échange. Oh ben,
Écoute, défi accepté. Tu acceptes le défi? J'invite on invite autant les tiens que les miens. Voilà. Et puis, si vous voulez pousser la note encore plus, ben, vous nous envoyez ça par fichier audio. Par vocal, bien Comme sûr. ça, vous pourrez vous entendre. Eh oui, sur le site mondenumérique.info, il y a un petit bouton. Il suffit de cliquer pour envoyer un fichier audio. Mais tu fais exprès. Hein? Moi, c'est encore plus simple. Vous enregistrez à partir de votre téléphone et vous m'envoyez le fichier audio sur moncarnet.com et ça sera fait. Mais oui, ben, on vous invite et puis peut-être que vous pourrez entendre réponse à votre question ou à votre idée. Voilà. De quoi parles-tu cette semaine, Bruno, dans Mon Carnet? Ben, cette semaine, c'est petite édition courte. Je cherchais mon temps, mais je voulais absolument offrir une édition à mes auditeurs. Mais ils vont être gâtés parce que c'est une entrevue que je présente avec un des patrons de IBM ici au Canada. Et il nous présente Watson X. Parce qu'on entend beaucoup parler des ChatGPT, des chats de Mistral, les Gemini et même Claude 3. Sauf que IBM, qui est quand même un pionnier dans le domaine, tout à fait. Ben, eux, ils ont une solution. Avec mais vraiment Jeopardy. Exactement, Jeopardy. Et puis, il y avait aussi Deep Blue avec Kasparov à l'époque, et en 97, ça. Et puis, ben moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est Watson X et à qui ça peut servir. Et c'est vraiment intéressant. Et écoute, 13 milliards de données qui ont été utilisées pour nourrir cette boîte-là. Wow. Puis ce qui est intéressant, c'est que eux ont pris l'option de développer un protocole ouvert. Et donc, toutes les données qui ont été utilisées pour apprendre à l'intelligence artificielle, tout est répertorié et on a accès à cette information-là, contrairement au OpenAI et autres de ce monde. Alors, c'est à écouter, c'est une longue entrevue avec un des patrons d'IBM ici. Super. J'invite tous les auditeurs de Monde Numérique, bien entendu, comme chaque semaine, juste après, à aller écouter Mon Carnet de Bruno Guglielminetti. Ben, permets-moi d'inviter mes auditeurs à aller écouter Mon Numérique pour entendre la suite de nos, pas de nos propos, mais de tes propos avec tes invités. Voilà. Et puis sinon, on se donne rendez-vous, pas la semaine prochaine, peut-être l'autre d'après. Alors, on va quand même se retrouver la semaine prochaine, Bruno, mais on se retrouvera pour le grand débrief avec François Sorel. François Sorel, voilà. C'est pas pareil, ça. Exactement. La grosse qualité, ça. Ouais, mais en revanche, notre petit échange en tête-à-tête, on verra ça plus tard, parce que je prends un peu de vacances, hein, désolé. Ah, écoute, t'es pardonné, et essaie au moins de te reposer. Les Français prennent souvent des vacances. Hein? Ouais, non, commence pas. Voilà. Chez nous, on sait vivre. On sait vraiment bien vivre. Ça fait combien de temps que t'as pas pris de vacances, toi? Oh, tu veux pas le savoir. Mais je te rappelle que c'est dans moins de 100 jours, les jeux. Ah oui? Ouais, mais c'est pour ça. Je m'en vais vite avant les jeux. Ouais. Mais moi, je pas plus. Mais de toute façon, nous, on va se voir à Paris. Moi, je passe voir Vivatech, alors... Ah oui, donc on se verra en juin à Vivatech. Ah, bah super, tu seras le bienvenu. Ouais, alors mes auditeurs pourront entendre ça en direct, presque. Top. Ah ben, écoute, impeccable. Bon, merci Bruno. Je te Bruno. laisse aller pour la suite. Ouais. Allez. Salut Bruno, à très vite. Salut Jérôme. Avant d'aller plus loin, tiens, une petite news encore à propos d'un bouquin qui vient de sortir. On parle beaucoup d'IA au fil des semaines, notamment dans ce podcast, mais pas seulement. Et si vous vous posez encore des questions sur ce qu'est exactement l'intelligence artificielle et surtout toutes les questions liées à cela, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que le deep learning, les modèles de langage, les problèmes de biais, etc. Eh bien donc ce livre, c'est tout simplement l'intelligence artificielle pour les nuls qui vient de sortir et qui est écrit d'ailleurs par quelqu'un que je connais qui s'appelle Thomas Solignac, qui est que je connais pour l'avoir interviewé simplement, qui est un brillant entrepreneur qui a fondé plusieurs startups et après avoir fait des études d'informatique. Voilà, donc l'intelligence artificielle pour les nuls qui est très simple d'accès comme tous les bouquins de cette collection et qui répond à toutes ces questions intéressantes sur l'IA. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, elle est plutôt insolite et peu recommandable même. Alors voilà, en fait, c'est l'histoire d'un programmeur en Argentine, un geek qui a inventé un appareil un peu spécial pour éviter et pour lutter contre les nuisances sonores de ses voisins. C'est un système qui est capable d'aller brouiller les enceintes connectées de ses voisins.
Il s'appelle Ronnie Bandini, il est programmeur et artiste également, et il n'aime pas la musique de style reggaeton, surtout quand elle est trop forte à son goût. Or, il a un voisin qui a une fâcheuse tendance à écouter ce genre de musique, y compris très tôt le matin, tous les jours. Et il a donc conçu ce brouilleur, baptisé le Reggaeton B-Gone, Reggaeton va-t'en, pour contrer les nuisances sonores. Il a expliqué tout ça sur X. Son système fonctionne sur la base d'un micro-ordinateur Raspberry Pi, avec un micro, un programme en Python, un algorithme d'intelligence artificielle qui a été entraîné pour reconnaître les morceaux de reggaeton. Et dès que la musique donc est captée par cet appareil à travers les murs, il analyse pour savoir si c'est du reggaeton et si le niveau est excessif, eh bien la machine envoie alors des ondes en Bluetooth qui vont aller brouiller l'enceinte connectée du voisin. Alors je ne sais pas pourquoi il a choisi de se concentrer spécifiquement sur ce style de musique en particulier. En tout cas, ce serait efficace apparemment à 75% en matière de reconnaissance de la musique. Attention, c'est plus un gag qu'autre chose. Il ne prévoit pas de commercialiser son équipement, donc n'espérez pas l'acheter si vous avez vous-même des problèmes de voisinage. Mais malgré tout, il a mis en ligne un guide pour les développeurs qui seraient intéressés et bricoleurs et qui voudraient fabriquer la même chose. C'est sur le site de la plateforme Medium et vous trouverez le lien en description de cet épisode. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe à la suite de Monde numérique avec les interviews de la semaine. On va parler d'innovation en matière de culture. J'ai testé le chatbot qui permet de parler avec Cléopâtre. Après, on retrouvera, comme chaque mois, le prospectiviste Olivier Parent pour un décryptage du film Ready Player One, le film fondateur qui se trouve derrière le concept de métavers. Mais avant cela, si vous avez quelque chose à déménager à la maison, pas de problème, appelez-moi, j'arrive avec mon exosquelette. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, en version complète, la semaine prochaine, sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Louis Darfeuille. Bonjour. Vous êtes responsable commercial France d'une société qui s'appelle German Bionic. Je viens d'essayer votre exosquelette. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu finalement qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette exactement ? Tout à fait. Donc un exosquelette, c'est pas compliqué, c'est un dispositif qui vient se greffer sur le corps humain. Donc il y a autant d'exosquelettes que de parties du corps humain. Mais pour faire simple, c'est un dispositif qu'on va se mettre sur le corps qui va permettre de nous aider, de nous soulager dans nos tâches quotidiennes ou professionnelles. Donc c'est souvent pour les professionnels qui doivent porter des charges lourdes, etc. C'est comme beaucoup de produits, ça commence dans le professionnel et l'objectif c'est de démocratiser à tous les utilisateurs. On entend notamment et on voit de plus en plus des personnes qui vont skier avec des exosquelettes, des personnes qui marchent avec des exosquelettes, des personnes qui font de la rééducation avec des exosquelettes. Donc ça se démocratise de plus en plus, on passe de la fiction à la réalité. Mais il y a plusieurs types d'exosquelettes. Oui, il y a plusieurs technologies d'exosquelettes. Pour faire très simple, on a 2 grandes familles qui existent actuellement sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les exosquelettes passifs, qui sont des gaines, des harnais, des sangles, qui permettent d'aider à faire les bons gestes, les bonnes postures, qui permettent de soulager localement un genou, le bas du dos. Ça, c'est une typologie d'exosquelette. Et après, il y a ce qu'on appelle les exosquelettes actifs. Donc nous, on représente cette famille-là, ou dit robotisés, parce que tout simplement, on vient ajouter sur cette armature, ces sangles, sur ce textile, des moteurs. Et c'est ces moteurs qui vont permettre d'aider, de soulager et de compenser une partie de ce que les personnes doivent réaliser. Donc dans le cas de notre produit, on va venir compenser le poids de ce que les personnes doivent manipuler quotidiennement. Voilà, et avec ce petit bruit presque quasi traditionnel, ce petit bruit de moteur qui nous accompagne à ce moment-là. Il faut le comparer un peu à un vélo électrique. On compare un vélo à un vélo électrique. D'accord. On a des moteurs qui sont là pour aider, soulager, augmenter ce qu'on est en train de réaliser. Mais alors, sur l'essai que j'ai fait, effectivement, ça soulage énormément. On sent, par exemple, en soulevant une grosse charge, j'ai soulevé un fauteuil avec des tas de choses dessus. J'ai senti que mon dos restait bien ferme. Donc là, ça devrait prévenir les courbatures de fin de journée quand on fait ce genre d'exercice. Mais en même temps, je ne me suis pas senti Superman.
Non, le but, aujourd'hui, on va plutôt essayer de soulager des personnes qui ont des travails qui vont être pénibles ou qui ont des choses à faire qui vont être pénibles, plutôt que de les augmenter. Donc on préfère dire qu'on va compenser la moitié de ce qu'on est en train de porter, plutôt que se dire, tiens, on va pouvoir porter 2 fois plus que ce qu'on doit faire quotidiennement. Mais ça existe, les exosquelettes qui surmultiplient la force ? Ça existe aussi. Indirectement, on est capable de porter plus lourd, plus fréquemment avec notre dispositif, mais c'est pas le but. Le but, c'est de soulager, donc de faire en sorte que ce qu'on fait au quotidien, ce que les travailleurs font au quotidien, soit moins pénible et de le faire d'une façon plus sécurisée, notamment pour le dos. Alors comment ça fonctionne, ça, technologiquement parlant, Louis Darfeuille ? Donc, de part et d'autre du bassin, on a des moteurs, donc des moteurs brushless, donc il n'y a pas de contact particulier, il n'y a pas de maintenance à apporter sur ces moteurs. Et en fait, ces moteurs vont venir compenser, soulager toute la partie comprise entre la cuisse et le bassin. Donc on va soulager les muscles qui travaillent le plus quand on fait du port de charges lourdes et répétitives, qui sont notamment les cuisses, les fesses et les lombaires. Donc ces moteurs, ils vont en fait amortir, ils vont soulager cette région-là, tout en protégeant des mouvements qui peuvent être néfastes quand on évolue et quand on fait du port de charge. Mais c'est purement mécanique ou il y a de l'intelligence ? On a une intelligence artificielle qui, au fur et à mesure des sessions d'utilisation de l'exosquelette, va comprendre comment la personne évolue pour lui donner le meilleur support, le meilleur confort des mouvements et des moteurs de l'exosquelette. Et puis alors, il y a un aspect data qui est très important aussi. Tout à fait, on est connecté, on est sur un exosquelette robotisé et connecté avec l'intelligence artificielle. Donc on a des capteurs dans notre exosquelette, notamment au niveau des moteurs et dans le dos, qui vont être connectés en temps réel via la Wi-Fi ou via un réseau cellulaire, parce qu'on a une carte SIM et une antenne dans notre exosquelette, qui vont permettre à la fin de chaque session d'utilisation de l'exosquelette de monitorer plusieurs aspects. On va pouvoir monitorer le poids qui est compensé par les moteurs, donc de combien les moteurs viennent aider, soulager, compenser la personne dans son travail. Ça permet de donner une idée de ce que l'exosquelette apporte à l'utilisateur. Et on a aussi accès au nombre de pas et au nombre de fois où on se baisse ou on se redresse. D'accord. Donc, mais ça peut servir à quoi ça, à vous pour améliorer le produit ? Alors déjà, nous, pour améliorer l'utilisation du produit, et notamment les personnes aujourd'hui qui sont les plus grands consommateurs, qui sont les logisticiens, les entrepôts, ça leur permet d'améliorer leur process et leur façon de travailler. On travaille beaucoup avec des grands groupes, et quand il y a des exosquelettes sur différents entrepôts qui ont des activités très similaires, de temps en temps, ils peuvent comparer, chez toi, les personnes, elles marchent 2 fois plus. Chez toi, elles se baissent 2 fois plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Le but, c'est d'améliorer les process pour que ce soit de moins en moins pénible pour les opérateurs. Et on a aussi accès à l'ergonomie des mouvements. Comme on a une prise au niveau des jambes, comme on a les capteurs au niveau du bassin et pareil dans le dos, on sait exactement quel type de mouvement est réalisé par les personnes qui l'utilisent. Et donc, on peut donner des recommandations sur l'ergonomie des postes pour, encore une fois, améliorer les conditions de travail de ces utilisateurs. En fait, l'exosquelette, aujourd'hui, c'est l'intermédiaire entre le robot et l'humain. C'est pour ça qu'on parle souvent d'homme augmenté, donc de la machine au service de l'humain avant de passer sur le robot le robot seul. Donc aujourd'hui, en effet, il y a plein d'exosquelettes, il y a plein de technologies. Chaque produit, chaque technologie a son cœur d'application. Nous, on va vraiment être adapté sur les personnes qui vont manipuler des charges lourdes entre le sol et la poitrine en entreprise, donc principalement logistique, entrepôt, mais après on a plein d'autres applications différentes. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois d'équiper des apiculteurs. Je ne savais pas qu'un apiculteur faisait de la transhumance avec ses ruches comme on fait avec du bétail. Donc une ruche, ça pèse lourd, il faut se baisser, il faut la soulever, la mettre sur son pick-up ou dans sa camionnette, la déplacer, la réinstaller dans un autre champ, dans un autre bosquet. Et après, pareil, il faut soulever les rayons qui, une fois gorgés de miel, ils pèsent aussi leur poids. Donc dès qu'on a des applications où il faut manipuler des charges lourdes, notre produit peut être adapté. On va aussi beaucoup se diversifier maintenant, ça c'est très récent, sur le marché des aides-soignantes. Donc on va on va équiper des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques avec nos exosquelettes pour aider les aides-soignantes à manipuler des patients, donc pour les aider à les soulever de leur chaise, de leur fauteuil roulant, pour les manipuler, apporter des soins dans leur lit. De temps en temps, quand il y a un patient malheureusement qui tombe dans sa chambre, qui tombe dans sa salle de bain, une aide-soignante... Oui, même une jeune fille un peu frêle peut le relever en fait. Voilà, notre objectif vraiment, c'est d'équiper le plus grand nombre de personnes possible. Grands, petits, minces, plus lourds, hommes, femmes. On vient vraiment améliorer la diversité en entreprise des postes qui
était réservé, même si ça se dit plutôt aux hommes dans certaines entreprises. Avec notre exosquelette, certaines femmes peuvent aussi réaliser ces tâches. Et inversement. L'exosquelette, c'est bien pour la parité. Oui, on le vend beaucoup pour la parité, pour ce qu'on appelle l'inclusion, pour le maintien à l'emploi aussi. Il y a des personnes qui, passé un certain âge ou même malheureusement de plus en plus jeunes, ont mal au dos, donc peuvent plus forcément faire leur travail. On va les mettre sur d'autres tâches ou après ils vont ils vont quitter l'entreprise avec notre exosquelette et un avis forcément médical. Ces personnes-là vont pouvoir retrouver la pleine compétence de leur travail d'antan parce qu'ils vont être protégés. Les moteurs vont venir les aider à pouvoir de nouveau porter des charges, se baisser, se relever. Merci beaucoup, Louis Darfeuille, responsable France de la société German Bionic. Bonjour Marion Carré. Bonjour. Vous êtes cofondatrice d'une jeune entreprise qui s'appelle Askmona. Alors Askmona, qu'est-ce que c'est ? L'IA au service de la culture, ça consiste en quoi ? Tout à fait. Alors Askmona, ça fait un peu plus de 7 ans qu'on existe maintenant et je vais commencer par vous parler du nom qui est Askmona. Demande à la Joconde, souvent on demande ce que c'est Mona Lisa, donc. C'est ça, c'est discuter avec la Joconde. En fait, dès le début, on voulait utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour faciliter l'accès à la culture. On s'est lancé avec cette envie-là et c'est vrai qu'au tout début, quand on a décidé de s'appeler Askmona, on avait cette vision de pouvoir permettre aux visiteurs d'institutions culturelles de dialoguer avec un tableau. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution des technologies d'intelligence artificielle, c'est devenu quelque chose qui est aujourd'hui possible. Et donc, ce que fait Askmona, c'est que on accompagne les visiteurs avant, pendant et après la visite pour permettre de transformer l'expérience d'apprentissage dans un lieu culturel. Donc, avant la visite, on facilite la venue en répondant à toutes les questions pratiques des visiteurs. Pendant la visite, on a créé un audio guide avec lequel on peut discuter. Donc, concrètement... Ah ouais, un audio guide interactif. Exactement, c'est ça. Okay. On peut prendre en photo... Sur son smartphone ou sur une tablette qui est mise à disposition par le lieu culturel, on peut prendre en photo, imaginons qu'ici on a d'ailleurs des tableaux derrière nous, on prendrait en photo ce tableau et à partir de là, on peut poser n'importe quelle question à l'oral ou à l'écrit pour en savoir plus. Donc ça, c'est ce qu'on fait pendant la visite. Donc vous fournissez ces solutions au musée, etc. C'est ça, exactement. On travaille avec une centaine d'institutions culturelles, plus d'une centaine même dans 6 pays aujourd'hui. Et donc on travaille avec des très gros comme le Centre Pompidou, le Grand Palais, la Tour Eiffel, et avec aussi des théâtres comme le Théâtre du Châtelet, le Musée de la Grande Garde-Meaux. Enfin, on a vraiment une grande variété d'acteurs culturels qu'on accompagne. Donc si je suis dans un musée et que je prends en photo un tableau et que je peux discuter par chat, c'est grâce à vous. C'est ça, exactement. Il y a même des petits magnets qui peuvent se mettre sur la porte du frigo comme tout mon magnet, mais derrière, il y a un QR code qui va également nous amener plein de choses. C'est ça. Alors en fait, on se posait la question de comment exploiter le temps d'après-visite, parce que souvent on sort d'un musée, peut-être qu'on va acheter un objet dans la boutique, mais l'expérience va s'arrêter là, alors que nous on pensait qu'on pouvait continuer ensuite à apprendre quand on sort d'un lieu culturel. C'est vrai que c'est souvent quand on revient d'une expo qu'on a des questions. C'est ça, le temps que ça gère plus loin, ensuite, exactement, on a envie d'en savoir plus, etc. Tout à fait. Donc nous on s'est dit comment investir ce temps d'après-visite, et effectivement les magnettes ça fait partie des objets les plus achetés en boutique de musée. Il y a plein de gens qui les collectionnent. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut miser sur ce format qui existe pour permettre de proposer une expérience numérique qui ouvre, qui continue l'apprentissage après la visite. Donc, on a créé ces magnettes connectées. Donc, effectivement, le principe, c'est qu'on a donc là, j'ai Cléopâtre, on a un QR code au dos. Moi, j'ai François Ier. Voilà. J'ai aussi Ada Lovelace, personnage historique de l'informatique. Donc, je vous en prie. Alors, vous avez donc Cléopâtre. On scanne le QR code et on peut dialoguer avec donc Cléopâtre, Ada Lovelace, François Ier et plein d'autres personnages. Et donc, en fait, nous, quand on a fait ça, on cherchait aussi une façon de permettre à des lieux culturels de toute taille d'avoir quelque chose de très innovant, puisque tout ça, ça mobilise des intelligences artificielles génératives. Oui, c'est un chatbot. En fait, là, je viens de poser quelques questions à Cléopâtre. Je vais demander si elle allait bien. Là, elle n'a pas voulu me répondre, mais on peut comprendre pourquoi. Et en revanche, je vais demander qui elle était. Ensuite, elle m'explique qu'elle est reine d'Égypte de 51 à 30. Elle me confirme qu'elle a eu une relation suivie avec Jules César, etc., etc. On a l'impression on apprend des choses et il y a une personnification de
de la personnalité historique en plus. Tout à fait, ils ont tous des façons de répondre un peu différentes. François Ier est un peu plus... Il parle en vieux François. Oui, et il est un peu plus... il y a des choses sur lesquelles il faut éviter de le titiller. Donc on travaille aussi cet aspect personnalité des personnages qui est hyper intéressante. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que on crée en fait à chaque fois des biographies du personnage qu'on met dans l'intelligence artificielle qui du coup mobilise ces informations pour répondre aux visiteurs, ce qui est effectivement une façon de continuer à apprendre sur un personnage après la visite. Vous devez vous amuser à discuter comme ça avec des personnalités historiques, disparues. On doit se prendre au jeu au bout d'un moment, non, parfois? Alors nous, on garde bien en tête que ce sont des IA qu'on est là pour paramétrer, mais effectivement, en termes d'approche, ça... Et souvent, on a des retours, d'ailleurs, notamment, on s'y attendait pas forcément, mais d'enseignants. Et en fait, on se rend compte que nous, cet objet qu'on a pensé pour être collectionné à la fin de la visite de musée, ça pouvait notamment intéresser pour des aspects aussi pédagogiques. Donc, ce qui est assez passionnant, c'est comment est-ce que quand on sort une solution comme ça, on se rend compte ensuite qu'elle a son propre cheminement et elle peut susciter des usages que nous, on n'avait pas forcément anticipés. Voilà, donc Ask Mona. Merci beaucoup, Marion Carré. Allez, Monde Numérique, l'hebdo n'est pas terminé. On va finir en beauté avec un nouvel épisode d'Écho du Futur. Écho du Futur, c'est le podcast dans le podcast. Un podcast du prospectiviste Olivier Parent qui, chaque mois, décrypte un film de science-fiction pour le relier à notre environnement technologique actuel. Et ce mois-ci, Olivier s'intéresse au film culte Ready Player One, qui est le premier film à avoir montré et illustré le concept de métavers, avec une idée intéressante pour le futur. Après la fracture numérique, ce qui nous guette, c'est peut-être la fracture analogique. Ready Player One, ou entre utopie et dystopie, une vision ludo-consommatrice de l'avenir de l'Internet. Ready Player One, le film de Steven Spielberg de 2018, permet à chacun d'entre nous de comprendre ce que pourraient être un jour les métavers. Il est surtout la figuration des forces et des limites de ces espaces virtuels qu'on nous annonce comme l'avenir de l'Internet. Le film démarre sur un constat que le héros fait de son propre temps. En 2045, après diverses crises environnementales et économiques, l'humanité a arrêté de tenter de résoudre les problèmes. Passés en mode survie, les gens se contentent de composer avec le réel tel qu'il est. Dans les faits, tout le monde cherche à fuir ce réel pour des mondes meilleurs et virtuels. Là, chacun peut être ce qu'il souhaite être, dans une libre autodétermination de genre, de forme, d'origine et de destin plus ou moins mythologique, mais surtout boosté à la pop culture. Les univers virtuels de Ready Player One prennent aussi la forme d'une réponse à la désillusion, à la pauvreté et au chômage endémique, à la pollution et au dérèglement climatique. Accessibles à tous, ces mondes parallèles offrent l'accès à une vie idéale, ou plutôt au rêve d'une ascension sociale au travers d'une gamification de la réalité poussée à son paroxysme. Mais une question s'impose. Que sont ces mondes virtuels ? Que sont ces métavers qui sont au cœur de ce film ? Pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse objectifs, il faut déjà commencer par ajouter l'adjectif persistant au terme « monde virtuel ». Ces espaces numériques ont ceci de particulier qu'en fonction des moyens matériels mis à leur disposition, ils continuent à se déployer, qu'on y soit connecté ou non. Ensuite, il faut constater le lien fort existant entre ces mondes virtuels et celui du commerce. Ce film, comme le roman dont il a été tiré, doit une partie de sa renommée à une multitude de références à la pop culture dont il est truffé. Là sont convoqués les univers des jeux vidéo, de la musique, du cinéma. Ce lien passe donc par le divertissement. On peut essayer de tirer quelques enseignements de la comparaison entre les métaverses de l'année 2022 et celui de 2045. Déjà, dans Ready Player One, il semble n'y avoir qu'un seul métavers. Celui-ci se nomme l'Oasis. Il est un personnage à part entière du film. Ensuite, tous les usagers semblent savoir s'en servir, peu importe leur âge ou leurs conditions physiques. L'interface semble s'adapter à chacun d'eux pour leur offrir une expérience optimale
bien que la qualité de cette expérience reste tout de même en fonction du matériel utilisé. Au moment du climax du film, au moment du grand combat manichéen entre le bien et le mal, ces mêmes usagers, où qu'ils se trouvent, demeurent en pleine immersion sans se poser la question de la robustesse de la connexion qui leur assure une bonne qualité d'expérience. Pas plus de question d'autonomie des batteries dans le monde de Ready Player One. À contre-pied de cette litanie de points positifs, il faut noter que l'Oasis semble en position de monopole. Dans le monde de Ready Player One, pas de concurrence, c'est d'ailleurs un des enjeux de l'intrigue du film. Cette dernière énumération permet d'évoquer une liste de règles que nos sociétés modernes en quête de dématérialisation devraient suivre pour assurer une transition apaisée vers le numérique. Ces règles pourraient commencer par annoncer que tout dépendra de la robustesse des accès aux réseaux de communication qui permettront de libérer l'usager du stress lié au risque de déconnexion interrompant tout service. Elle dirait ensuite que les systèmes doivent être nécessairement interopérables. L'usager n'a pas à être prisonnier d'un protocole propriétaire. Il doit pouvoir passer d'un système à un autre sans difficulté, sans restriction, sans stress. Elle dirait aussi que ce sont aux interfaces de s'adapter à l'humain et non l'inverse. C'est d'ailleurs là que les nouveaux algorithmes génératifs pourraient être d'une très grande aide en créant les interfaces agiles, les intermédiaires adaptés en temps réel aux particularités de chacun d'entre nous quand on s'immerge dans les mondes virtuels. Alors qu'on voit le héros et sa petite amie tendrement enlacés, on entend la voix du héros dire que si le virtuel est extraordinaire, le réel est aussi très bien. De même qu'au tournant du millénaire, on s'était attaché à combler la fracture numérique, en assurant à tous l'égalité dans l'accès et l'usage des outils numériques, il faudra peut-être demain être attentif à ne pas laisser une fracture analogique se creuser. Dans cet avenir, il faudra peut-être organiser, dans le monde réel, des stages pour réapprendre à marcher pieds nus dans l'herbe, ou sous la pluie, à lire un ouvrage imprimé, à dessiner avec un crayon et du papier. On tient le pari que cette fracture analogique sera un enjeu de société ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 20 avril 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner au podcast Écho du futur, bien sûr, pour découvrir les épisodes en entier, d'autres épisodes sur la plateforme de votre choix. Et puis en ce qui concerne Monde Numérique, eh bien écoutez, on se retrouvera alors non pas la semaine prochaine, car je l'avoue, je vais prendre un peu de vacances. Pas de Monde Numérique l'hebdo samedi prochain. Mais en revanche, à la place, eh bien, vous ne viendrez pas pour rien, car on va vous concocter un nouvel épisode du Grand Débrief. Le Grand Débrief, c'est près d'une heure de discussion entre trois journalistes tech qui ont un peu roulé leur boss. François Sorel de BFM Business, Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal et moi-même. On se retrouvera donc pour passer en revue l'actualité tech du mois écoulé. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un avis sur ce podcast, à laisser des petites étoiles également sur la plateforme de votre choix, et puis à recommander Monde Numérique à vos amis, à vous abonner à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut!